Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. En commençant, je voudrais aussi adresser une petite pensée à Fabrice Nicolino, que certains d'entre nous connaissons bien, que Pierre en particulier connaît très bien, qui, comme je l'ai dit hier, devait être là au tout départ. Comme vous savez, Fabrice a beaucoup d'engagement en ce moment, notamment sur la question des pesticides, la campagne Nous voulons des coquelicots, que d'ailleurs je vous invite bien sûr à rejoindre. Il s'est vraiment, voilà, il s'est donné un cheval de bataille très fort qui est le sien depuis tellement d'années, avec l'idée que ça soit une campagne, non pas qui soit un effet éphémère, médiatique, mais qui dure jusqu'à arriver à faire adopter la fin des pesticides de synthèse en France. Il devait être là au tout départ. Il ne connaît pas très bien les oasis, mais il était super content de venir vous rencontrer et de partager sa vision. Mais comme vous savez, il avait été pris d'attentat de Charlie Hebdo. Il a encore des séquelles au niveau de sa santé. Il y a 2 jours, il m'a dit que son médecin lui interdisait de se déplacer. Voilà, donc il ne peut pas être avec nous. Je dois avoir une pensée pour lui. Et en particulier, une pensée pour lui, pour moi aujourd'hui, c'est de vous inviter à rejoindre cette campagne. Nous voulons des coquelicots. Je pense que c'est la plus belle façon de lui rendre hommage voilà, par rapport à ses différents engagements. Du coup, on a la chance aussi d'accueillir Pierre Jacquan, aux côtés de Yves Cochet, Cécile Renoir et Pierre Rabhi. Qui donc du coup vont avoir 4 regards un peu originaux. Donc moi je vais avoir le difficile exercice d'essayer de garder si possible le fil rouge de cette soirée, et aussi le difficile exercice, vous allez peut-être imaginer pourquoi, de garder le temps, puisque l'idée c'est évidemment de garder une petite demi-heure à la fin pour que vous puissiez aussi partager vos questions ou vos avis, plus des questions d'ailleurs que des longs monologues d'avant, je vous le demande. Voilà, en sachant que la conférence va être filmée et que du coup on vous invitera bien sûr à parler dans un micro pour poser vos questions et pas interpeller la salle, et donc un micro circulera à la fin. Voilà, à quoi servent les oasis, en quoi participent-elles ou non d'une transformation politique de la société. Et du coup j'ai envie de commencer par toi Pierre. Comme évidemment dès qu'on parle d'oasis on pense souvent à toi, vu que c'est toi qui as lancé ce terme qui aujourd'hui a tant de résonance, que tu as lancé il y a plus de 25 ans, qui a inspiré des lieux il y a déjà pas mal de temps et qui en inspire beaucoup aujourd'hui. Pour que tu nous reprécises un petit peu, il y a 25 ans, et dans le cheminement que tu as fait, en quoi, d'après toi, ces lieux répondent à une nécessité pour le monde d'aujourd'hui. Il y a un micro qui est à tes pieds. Yves, voilà. Merci beaucoup et merci à toi Mathieu d'avoir mis de l'énergie pour que nous puissions être là. Je suis évidemment, comment dire, comme je suis un bavard impénitent, il faut quand même que, voilà, je vais me discipliner pour rester dans le cadre du temps qui m'est imparti. Et dans ce temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible. Mon itinéraire, j'ai pas besoin de le répéter. J'ai essayé de m'expliquer. Je suis né dans le désert et dans une oasis justement. Et puis mon destin a fait que j'ai été de double culture très jeune et de tradition et modernité. Bon, je vous invite à lire Lucia Raoult-Seven si vous le voulez bien. Je m'explique là-dessus, donc je reviens pas là-dessus. Simplement, je vais me concentrer sur pourquoi les oasis. Parce que je pense que nous sommes dans un paradigme particulier qui, surtout dans le monde occidental et le monde industriel, qui a instauré une logique qui est la logique du salariat, c'est-à-dire de la personne qui en fait troque son existence contre un salaire à vie, et ce qu'on a appelé cette promotion extraordinaire du monde moderne à travers évidemment le génie occidental, mais aussi basé aussi sur la mobilisation ou même l'accaparement de ressources mondiales qui ont permis à ce modèle-là de devenir important et donc de devenir une espèce de référence mondiale. Voilà. Et on est en train de constater de plus en plus que ce modèle-là, qui était fondé sur vous donnez votre travail, votre vie, on vous donne un salaire, eh bien c'est en train de s'arrêter. Et en plus, ce qu'on constate, c'est que l'évolution, disons, vers un certain bonheur recherché n'est pas là.
Et je vis de plus en plus il n'y a pas longtemps encore, j'ai constaté que dans la foule, il y a finalement la notion de désert, c'est bien sûr le sable et la rocaille dans laquelle, les grands espaces dans lesquels je suis né, avec des panoramas extraordinaires de coucher, de lever de soleil, magnifiques, etc., avec cette vie particulière. Et finalement, moi je prétends que aujourd'hui, les villes sont des déserts. C'est-à-dire que les gens se croisent, pullulent, et puis ne se parlent pas. C'est-à-dire c'est des déserts peuplés. Les gens n'ont plus de relations, disons, sociales, vivantes. Voilà, chacun pour soi. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris le train, puisque j'habite dans le sud de l'Ardèche avec ma famille depuis déjà une cinquantaine d'années. On avait acquis justement une petite ferme dans laquelle nous avons installé notre existence en partant sur des bases même assez précaires, puisque cette ferme, il n'y avait ni électricité, ni téléphone, ni communication, complètement isolée sur un plateau désertique, une maison qu'il a fallu réparer, mais le critère important, c'est que nous nous sommes installés là parce que c'est beau. Voilà. Et que la beauté, j'avais pas envie de laisser ma part de beauté que donne la nature gratuitement, tout à fait gratuitement, la beauté, ne pas y renoncer. Donc nous nous sommes installés dans un endroit qui était censé non viable. Et nous avons créé notre petite oasis qui a vécu et qui a démontré qu'on pouvait, dans une certaine approche de la vie, aboutir à créer un lieu vivant. Nous avons eu 5 enfants, donc c'était déjà une sorte d'oasis un peu familiale. Et ensuite, réfléchissant sur le monde tel qu'il est organisé, le salariat qui garantit aux gens un salaire donc à vie, avec, je dois l'avouer, une espèce de critique qui était celle de faire croire que ce système était libérateur. Et que je n'ai pas ressenti du tout comme libérateur, puisque l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, c'est de la maternelle à l'université, il est incarcéré, on appelle ça d'ailleurs le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'aller s'amuser, on va en boîte, et puis on y va dans sa caisse, et puis ensuite, il y a la dernière boîte la boîte à vieux, et la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc ça me paraissait totalement incompatible avec une vie humaine, et c'est pour cela qu'on a fait ce retour à la Terre. Second constat, c'est qu'en fait, il y a une dissociation des humains. Il y a quelques jours, j'ai pris le train Paris-Gare de Lyon, Montélimar, où je me rends pour aller dans notre ferme ardéchoise, et dans le train archi-comble, mais personne ne se parlait. Pourquoi personne ne se parlait? Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. Ouais. C'est les instruments de communication qui provoquent donc l'isolement et la solitude de chacun. Donc là, il y a quand même un malentendu énorme. Alors pour revenir à l'origine, je ne crois absolument pas que le système soit pérenne. Le chômage va augmenter, l'exclusion va augmenter, qu'on le veuille ou non. D'autant plus qu'on a engagé une logique internationale, et que dans cette logique internationale, on a engagé une guerre internationale où le plus fort va détruire le plus faible, et on continue toujours cette destruction. Alors ça va produire quoi? J'ai essayé d'imaginer, quand on aura atteint le taux de chômage extrêmement élevé, nous faisons quoi? Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut de plus en plus envisager que les humains se rassemblent pour créer des entités vivantes dans lesquelles s'exerce la solidarité, s'exerce la réciprocité avec les compétences mutualisées, parce que les compétences mutualisées, mais qui ne passent pas forcément par la rémunération des uns et des autres, mais cette espèce de solidarité où tout ce que nous pouvons nous donner mutuellement puisse s'exercer. Voilà l'origine, si vous voulez, à partir de laquelle je me suis dit, quelle solution? Eh bien, c'est les oasis. Voilà. À partir de là, je me dis, il faut envisager les oasis parce que le paradigme exige maintenant simplement que l'on rafistole la logique, et on n'arrête pas de rafistoler une logique qui, de toute façon, n'est pas pérenne, et c'est l'origine des oasis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair et court, je ne sais pas, ça va? Oui, merci beaucoup.
Très bien, parfait, niveau timing. C'est bon. Donc voilà, donc une part du constat déjà. Pourquoi des oasis? Yves, j'ai envie de vous poser une question assez proche. Donc tout le monde vous connaît, j'imagine. Hein. Vous avez été ministre de l'environnement et que là vous définissez maintenant principalement comme étudiant l'effondrement, la collapsologie, que peut-être beaucoup d'entre nous connaissons, ou en tout cas avons entendu parler. Et moi ça m'intéresse du coup de savoir, et je pense dans la salle aussi, quand on est collapsologue, comment est-ce qu'on voit ces initiatives locales de résistance, de résilience à petite échelle? Comment est-ce que vous les percevez? Quel message vous voulez un petit peu témoigner à ces 70 oasis dans votre démarche de recherche sur cette question de l'effondrement? Alors, je réponds tout de suite, on les regarde avec beaucoup d'intérêt, car, comme on dit parfois dans le monde anglo-saxon, ils font partie de la solution. Mais il faudrait peut-être définir très brièvement de quoi on parle, parce que, évidemment, les mots sont polysémiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens, selon qui les entend, dans quel contexte, avec son itinéraire culturel. Alors, d'abord, je vais définir deux mots, le mot effondrement et le mot collapsologie. Effondrement, c'est à la fois un processus et une situation, donc une fin, dans laquelle les services, ou plutôt les aménités de base qui sont délivrées aux populations ordinairement, c'est-à-dire l'eau, l'habitat, les transports, le vêtement, la nourriture, voire l'éducation, la culture, la santé, la justice et la sécurité, eh bien, ne sont plus fournis à une population d'un territoire par des services encadrés par la loi. C'est ça ma définition exacte de ce que j'appelle un effondrement. Et en plus, il faudrait dire un effondrement, moi, au sens où on l'envisage dans mon association Momentum, il est systémique et planétaire. Un effondrement local, on en a déjà eu. Prenons l'exemple des Mayas, par exemple. Eh bien, il y a des tas d'historiens qui ont étudié l'effondrement de la civilisation maya. On pourrait même dire aussi de l'empire gallo-romain, si on veut, enfin des Romains. Bon. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose, car c'est à l'échelle planétaire, et d'une certaine manière, sans doute le processus sera-t-il plus rapide que pour les Romains, ça a pris quelques siècles, si on veut. Bon. Donc voilà ce que c'est que l'effondrement. Et du coup, nos sociétés, en tout cas nos sociétés de l'OCDE ou d'autres, nos sociétés qu'on peut appeler complexes, au sens d'un archéologue qui s'appelle Joseph Tainter, c'est-à-dire où il y a à la fois une exubérance de consommation énergétique et en même temps une multiplication des rôles sociaux, eh bien ces deux points-là sont simplifiés drastiquement. Non qu'on le veuille, encore une fois, parce que l'effondrement n'est pas voulu, en tout cas de manière consciente, par une majorité de la population, parce qu'elle va plutôt souffrir. Mais une des conséquences, c'est que les rôles sociaux qui sont maintenant par dizaines de milliers, par exemple, j'ai appris récemment qu'une personne que j'ai connue aussi récemment était influenceuse sur le web, dont la profession c'est influenceuse sur le web. Bon. Eh bien ça fait partie des dizaines de milliers, et il est probable que dans des sociétés plus simples, moins complexes, et de manière assez rapide, il y ait quelques dizaines peut-être de rôles sociaux, comme il y a chez les Tupi-Guarani au fin fond de l'Amazonie, mais pas des dizaines de milliers. Bon. Et ainsi qu'évidemment une descente énergétique. L'énergie, c'est la base de tout. Sans énergie, on ne fait rien du tout. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a une corrélation entre la consommation d'énergie et, disons, le taux de satisfaction, on peut dire pornographique, de la consommation humaine de biens matériels, enfin, c'est absolument indécent. Mais il y a une corrélation, là, tout à fait positive, que notre ami Gaël Giraud, d'ailleurs, a bien démontré. Quand le PIB augmente, la consommation d'énergie augmente, et quand la consommation d'énergie diminue, le PIB diminue. Et donc, par exemple, la loi de transformation et de transition énergétique de Madame Ségolène Royal de 2015 est une loi qui prétend, au contraire, instaurer pour la première fois dans le monde et dans l'histoire le découplage, c'est-à-dire qu'on va doubler le PIB en 2050, le PIB de la France, et on va diminuer par 2 la consommation d'énergie.
Ça ne s'est jamais vu, et à mon avis, c'est totalement impossible. Donc cette loi, elle est mort-née d'une certaine manière. Alors maintenant, j'en viens en effet à la collapsologie. C'est des gens qui prétendent, plus que les catastrophistes, qui peuvent faire évidemment des études très amusantes, mais qui présentent le fait que d'essayer de fonder l'histoire du futur, notamment de l'effondrement, dans un point de vue un peu plus scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un dogme de voilà, ça va arriver en quelle année et sous quelle forme, etc. On n'est pas ni Madame Soleil ni Nostradamus, hein. Mais on prétend qu'il y a quand même des raisons rationalistes et rationnelles, et même d'une certaine manière, je suis un peu osé en disant ça, il est plus rationnel d'être aujourd'hui catastrophiste que soi-disant modéré, incrémental, réformiste et gradualiste. Je pourrais dire exactement ce que veut dire ces termes. Et l'attitude rationnelle en 2018, c'est que, d'une certaine manière, dans le monde entier, et pour le monde entier, donc pour 7 milliards 600 millions d'humains, eh bien, il faut s'attendre au pire, et donc s'y préparer collectivement, politiquement. Et une des manières d'y préparer, je termine parce que sinon je vais être trop long, hein, eh bien, c'est en effet de créer là où on est avec des voisins, on les aime pas, c'est pas le problème. C'est avec eux qu'il faudra vivre et faire des oasis, des communautés. Alors, est-ce que c'est à 30, à 300, à 3000 ou à 30 000 ? Peu importe, mais c'est, disons que, je vais vous choquer là aussi, mais il y a à peu près un siècle, disait Lénine, tout le pouvoir aux soviets, ben je dirais tout le pouvoir au local. Il faut que localement, on s'habitue à vivre les uns avec les autres et d'une certaine manière à s'aimer pour vivre ensemble, parce que sinon on détruit la communauté, avec ce qui est la base de toute vie, c'est-à-dire l'énergie et l'alimentation, et évidemment avec aussi les superstructures, disons, culturelles, et même une certaine forme de transcendance, qui peut être une transcendance métaphysique, qui peut être une transcendance laïque. Mais il faut qu'il y ait une cause commune, sinon on n'arrivera à rien. Bon, c'est en résumé, hein, mais évidemment Merci. on pourra en discuter. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour résumer vos deux interventions, donc le constat, donc les oasis sont en train de s'intégrer dans un contexte où, Pierre, toi tu dis que la fin du salariat, tu parles aussi de désertification, notamment du lien social, et puis ce contexte d'effondrement écologique, donc c'est quand même une situation qui est pas simple, on va dire globalement aujourd'hui, à plusieurs niveaux, et pourtant il y a pas mal d'initiatives qui existent. Et donc, avant d'aller un peu sûrement sur le volet plus politique, bah justement, tu as le micro, Pierre. Est-ce que tu peux nous présenter justement une initiative concrète qui a 50 ans, qui est partie aussi justement qui a une raison d'être sociale, que tu vas nous présenter, donc l'Arche de Jean Vanier, peut-être certains connaissent, d'autres pas. Ça fait 50 ans, c'est ça, plus de 50 ans, ouais, que vous existiez. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que vous faites et pourquoi ? Peut-être que le plus simple, c'est de dire ce qu'est l'Arche de Jean Vanier pour moi. Très simplement, ce qui est plus parlant, c'est de dire que c'est une maison conviviale, chaleureuse, une maison, quand on y entre, il y a un feu qui flambe dans la cheminée, avec une bonne marmite, avec un fumet agréable. Et pour ma part, je suis entré dans cette maison, l'Arche, un peu comme un oasis. Je ne sais pas très bien ce que c'est, au fond, un oasis. Moi, je suis membre de l'Arche, je suis heureux d'être là. Mais peut-être est-ce un oasis, une maison de l'Arche. Et dans cette maison, il y a 20 ans, quand je suis rentré pour la première fois, j'ai rencontré un homme, Laurent, un homme handicapé mental, un homme blessé, humilié, parce qu'il était handicapé. Et quand je suis arrivé, sa première réaction, ça a été de se mettre en colère et de me dire de repartir d'où je venais, à moi, le jeune homme qui venait pour l'aider. Et après quelque temps, j'ai compris que Laurent me disait, dans sa manière bien à lui, « Reste là, j'ai besoin de toi, je veux être mon ami. » C'est ce cri pour la relation
qui a fait que je suis à l'Arche 20 ans après. C'est ce cri « J'ai besoin de toi, je veux être ton ami » que Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, notre Pierre Rabhi à nous, a entendu. Et il a essayé d'y répondre. Il y a répondu en 1964, donc il y a presque 55 ans, en accueillant chez lui 2 personnes en situation de handicap. Beaucoup d'autres personnes sont venues avec un handicap mental. Beaucoup d'assistants, de volontaires comme moi sont venus depuis 55 ans. Beaucoup de maisons ont ouvert. Aujourd'hui, existent 147 communautés dans 35 pays. Il faut croire que l'appel de Laurent a été accrocheur, puisque j'y suis resté, et que tous les Laurents, toutes les personnes avec un handicap accueillies à l'Arche, ont appelé beaucoup de monde. À chaque fois, c'est ce même cri, « J'ai besoin de toi », qui construit, qui bâtit la communauté, qui fait que la communauté de l'Arche devient un oasis, si je peux me permettre, où étancher la soif de relation. Alors, en France, pour ajouter à cette présentation, nos communautés essayent de conjuguer 3 dimensions ensemble. Essayent, parce qu'on n'y arrive pas toujours. La première, c'est la dimension communautaire. Et le carburant de la vie communautaire, c'est tu es plus beau que tu n'oses le croire. La deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle. Parce que vivre avec une personne trisomique tous les jours, partager son petit déjeuner avec elle, eh bien ça déplace, ça creuse intérieurement. On se découvre tel que l'on est, avec ses limites. Et la troisième dimension, qu'on conjugue avec les 2 autres, c'est la dimension professionnelle. Puisque on est conventionné par l'État et qu'on doit rendre des comptes, et au moins rendre compte d'une prise en charge pour laquelle nous recevons du sonnant et du trébuchant. Ouais. Alors, voilà. Pour résumer cette rapide présentation, moi, ce que je vis depuis ces années à l'Arche, ce que j'observe, c'est que la vie avec des personnes en situation de handicap, avec la fragilité, eh bien, déplace. La fragilité peut être dans un oasis ou dans une communauté de l'Arche. On pourrait la voir non pas tant comme un manque à combler, mais comme une ressource pour vivre avec d'autres. Et la fragilité, quand elle est mise au centre, elle transforme le vivre ensemble. Merci beaucoup, Cécile. Merci. N'hésitez pas à mettre le micro bien collé sur le menton. Donc c'est un super exemple d'oasis, car pour nous, tout est oasis, du moment qu'il y a des valeurs de partage, d'autonomie, de solidarité, etc. Et d'ailleurs, cette rencontre, on espère qu'elle sera féconde entre nos deux réseaux, puisqu'on a l'idée de faire des choses ensemble, voilà, avec ce prisme que vous apportez, puisque quasiment toutes les oasis ont dans leur ADN une raison d'être, qui a une motivation. Donc vous, c'est la fragilité. D'autres, ça peut être la transmission, ça peut être l'autonomie alimentaire. Voilà, il y a des grandes valeurs qui fondent leur action. Toi, Cécile, c'est intéressant parce qu'on s'est rencontrés plutôt dans le cadre de tes activités, on reviendra un petit peu après, tes activités de recherche, mais dans ton intérêt pour les oasis aussi, comme lieu où s'expérimentent des choses. Et tu as, avec d'autres personnes ici présentes, tu as fondé depuis peu de temps une oasis qui s'appelle le Campus de la Transition, qui a une autre raison d'être, qui est la formation. Et si tu peux nous la présenter aussi, en disant pourquoi est-ce que tu fais le choix aujourd'hui de créer un lieu pour transmettre ? Oui, merci. Alors je vais dire, est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Un peu quelque chose sur l'origine du projet de création du campus de la transition.
ça rejoint pas mal ce qu'a évoqué aussi Yves Cochet tout à l'heure sur un peu le diagnostic porté sur les impasses de nos modèles économiques dominants et sur le fait qu'il y a un décalage énorme entre le niveau d'intention affiché, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les grandes écoles et universités, autour des enjeux de la transition écologique, du développement durable, de la responsabilité des entreprises, un certain niveau de conviction exprimée, et puis une réalité des pratiques qui n'est absolument pas à la hauteur. Alors, moi, il se trouve qu'à titre personnel, depuis une quinzaine d'années, j'enseigne ou je développe des recherches à la fois à l'ESSEC, j'enseigne à l'école des mines, à Sciences Po, ce qui me met en contact avec des étudiants de différents mondes qui sont plutôt appelés à prendre des responsabilités dans la société d'aujourd'hui et de demain, et dont je vois que pour beaucoup d'entre eux, ils sont de plus en plus conscients de ce décalage. Ils aspirent à autre chose, et en même temps, on a des cursus qui continuent à enseigner le business as usual, c'est-à-dire on enseigne la macroéconomie sans à peu près aucun effort pour vraiment intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans les modèles macro. On continue à enseigner la finance, les normes comptables, enfin un certain nombre de disciplines techniques, comme s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes et comme si on n'avait pas tiré des leçons. Enfin, on n'aurait pas de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore. Bref, à la faveur de ce petit diagnostic, finalement, je me suis dit avec d'autres, est-ce qu'il ne faut pas essayer de créer un lieu, et pas simplement un réseau, mais aussi un lieu qui permette à des étudiants et à des professionnels de faire une expérience et finalement de plus grande cohérence dans des cursus, donc à la fois des apports intellectuels pour approfondir le diagnostic sur la gravité et l'urgence de ce qui se passe, et en même temps pour se mettre soi-même en mouvement et se dire il ne suffit pas de comprendre avec sa tête, mais il faut que le corps, le cœur, que toutes nos capacités humaines, je dirais relationnelles, spirituelles, culturelles, soient mobilisées autrement. Et donc on s'est dit, il nous faut un lieu, et puis il se trouve que par ailleurs je suis religieuse dans une congrégation internationale, et qu'on avait eu un don il y a 70 ans d'un château avec 12 hectares en Seine-et-Marne, qui a été pendant jusqu'à il y a 2 ans un collège et lycée horticole, avec notamment des enfants en difficulté sociale. Et puis il y a 2 ans, pour des raisons financières, l'activité a dû fermer. Et du coup, quand l'année dernière, j'ai parlé de ce projet aux responsables de nos communautés en France, en leur disant, on a un formidable projet, alors dont je souligne qu'il n'est pas confessionnel, mais ouvert à la dimension spirituelle de la personne, les sœurs m'ont dit, mais vas-y, allez-y, ça serait formidable que vous puissiez développer ce projet. Et du coup, comme plusieurs étaient très sensibles à la dynamique des colibris et des oasis, avec cette idée justement qu'il y a un lien avec un territoire, l'idée d'une mise en transition des personnes, on s'est dit que on souhaitait venir habiter le lieu le plus vite possible, se mettre en route avec ce qu'on perçoit aussi comme cheminement nécessaire pour chacun de nous, parce qu'on mesure bien nos propres incohérences, le fait qu'on est en chemin, qu'on ne sait pas très bien sur un certain nombre de plans comment s'y prendre, que ce soit pour les déplacements, les questions de mobilité, les questions d'alimentation, les questions d'énergie. Là, on est dans une passoire énergétique. Alors, je regarde Thomas qui est là, qui réfléchit dans notre groupe sur les questions de mise en transition énergétique du domaine. Voilà, donc il y a de multiples dimensions à prendre en compte. Et on s'est dit que finalement, pour proposer à des étudiants ou des professionnels de venir, c'était pas mal de le faire dans un lieu qui se veut lui-même en transition et en essayant de travailler au maximum avec les acteurs du territoire. Voilà, donc c'est un projet qui démarre, mais avec ce souhait de pouvoir accueillir très vite des étudiants. Et alors pour dire, on a la chance parce que l'école centrale prend le risque de nous envoyer déjà une vingtaine d'étudiants en décembre. On va être très peu chauffés, donc ça va être sportif, mais voilà, avec cette idée qu'il y a des pédagogies un peu nouvelles à inventer, dans lesquelles les étudiants sont là aussi pour participer à une vie collective. Et puis, justement, l'autre jour, on a eu pour notre groupe une formation à la facilitation. Et Jean-Philippe Poupard, qui est celui qui nous formait, disait, en voyant les lieux, il dit finalement, vous êtes après la catastrophe.
parce qu'on n'a pas grand-chose, on est dans un lieu qui est très beau, mais du coup, tout est à réinventer et de façon plus sobre et solidaire. Et donc, on a vraiment ce défi-là qui nous semble une manière d'essayer de vivre un peu avec cette perspective. Alors, je ne sais pas si elle est collapsologique, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais qu'elle est en tout cas un désir de se préparer ensemble, ou en tout cas d'expérimenter qu'on peut vivre plus simplement, en essayant d'être plus solidaire, en essayant aussi, là je n'ai pas mentionné, mais d'avoir un peu moins d'homogénéité sociale que c'est le cas pour les publics de ces grandes écoles, et vraiment d'essayer d'expérimenter avec d'autres des formes de vie qui soient pleines de sens et qui nous permettent de vivre à la hauteur des enjeux. Okay, merci Cécile. Donc on a un constat qui est pas glorieux, on a des lieux qui se mettent en place ou qui existent depuis longtemps sur vous avez vu, avec des prismes plus sociaux ou plus écologiques, des lieux qui transmettent. La question du coup de ce soir, c'est essentiellement comment ces lieux y contribuent plus largement. Moi j'ai envie de vous poser une question, Yves, pour commencer. Alors c'est une question qui est compliquée, je vous laisse plus de temps s'il y a besoin. C'est que justement, de votre regard, parce que vous avez quand même été ministre, donc quand même vous comprenez bien le système aujourd'hui, le système politique. Quels conseils vous pourriez nous donner pour que ces logiques micro, ces logiques locales, elles puissent quand même jouer un rôle dans une transition démocratique, politique sur ces questions ? Comment est-ce qu'on peut relier, en fait, et ne plus opposer, parce que c'est ce qu'on vit, nous, et ce qu'on vit parfois durement, c'est une opposition qui me paraît stérile, vous pouvez donner votre avis là-dessus, entre ces logiques locales et des logiques plus macro qui sont aussi nécessaires, qui sont aussi indispensables. Quand on parle de changement climatique et autres, il y a aussi des logiques à plus grande échelle. Alors en effet, la question est délicate. Est-ce que le monde politique, au moins tel qu'on le connaît en Europe depuis un siècle, les républiques, les démocraties, sachant que c'est toujours améliorable, est actuellement sensible à ces questions globales d'écologie, d'effondrement, d'inégalités sociales croissantes et criantes, nord et sud aussi? Je dirais globalement non. Pas plus maintenant qu'il y a 15 ans ou 30 ans. Moi, j'ai été en effet pendant 23 ans professionnel de la politique, on peut dire. J'ai été élu une quinzaine d'années à l'Assemblée nationale, 1 an au ministère, pendant 5 ans, un peu plus, au Parlement européen. Donc je connais bien à la fois les instances. J'étais également conseiller municipal à Rennes, voilà une vingtaine d'années, enfin bref. Et puis, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on y croit, notamment à ce qu'on vient d'évoquer très rapidement, mais disons les difficultés, voire même les horreurs croissantes du monde, que ce soit de manière écologique ou de manière sociale. Contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart du personnel politique, femmes ou hommes, ne sont pas des purs cyniques et, hélas, j'allais dire, et malheureusement, ils croient vraiment à ce qu'ils racontent. Ils croient vraiment, par exemple, que l'image essentielle qu'il faut promouvoir, c'est celle de l'homo economicus, c'est-à-dire d'une personne qui est d'abord rationnelle et calculateur et égoïste, et qui sans arrêt essaye de voir son intérêt économique dans tout son comportement. Et donc, il regarde les marchés qui sont à la fois efficients et qui donnent la vérité des choses, puisque la main invisible vous donne exactement l'équilibre des prix entre, disons, ce qu'on injecte comme travail, comme ressources, et puis ce qu'il faut pour acheter, avec les salaires dont parlait d'ailleurs Pierre Rabhi tout à l'heure. Alors tout ceci est une vaste entreprise idéologique totalement fausse. Tout ou presque les axiomes ne marchent pas, mais je dirais 98% du personnel politique, à quelque échelon, que ce soit municipal, régional, français, européen, même mondial, croit en cette fable. Il y a donc là évidemment un phénomène culturel très prégnant dans les cerveaux des dirigeants, à la fois politiques et économiques, car les économistes, même les Chinois le croient maintenant, alors qu'auparavant, même les dirigeants du Parti communiste, qui sont en gros des despotes, le Parti communiste chinois, eh bien ils croient à ce que je viens de dire sur la base
j'allais dire, de l'humain contemporain dans son comportement à la fois social, économique et général, c'est d'être quelqu'un qui maximise sa fonction d'utilité. Alors, je ne sais pas, je demanderais peut-être à Gaël ou à Cécile, mais enfin, je ne sais pas ce que c'est une fonction d'utilité. C'est vraiment complètement idiot. Toutes les multiples dimensions de l'être ont disparu. On n'est plus qu'un consommateur ou un travailleur. Alors, ceci existe de manière très sincère chez la plupart, 98%, 95% si vous voulez, des dirigeants politiques que j'ai rencontrés. Et donc c'est très difficile de leur dire, mais non, un autre monde est possible, et même une autre logique économique, sociale et écologique. Hein. Non, ça ne marche pas, on le voit bien, avec les différents gouvernements, je veux dire de droite comme de gauche. Maintenant, vous savez, c'est presque la même politique, d'une certaine manière, avec des nuances, bien entendu. Si on tombe dans les nuances, on peut discuter. Mais de manière macroéconomique et de manière fondamentale dans les décisions réelles qui sont prises, c'est ce modèle-là qui est extrêmement prégnant. Et donc un autre modèle est très difficile à proposer à la fois aux dirigeants politiques et économiques et à la fois aux électeurs. Si vous dites par exemple, ben non, ce qu'il faudrait c'est que peut-être, pour les élections européennes dans 6 mois ou municipales dans 1 an et demi, il faudrait peut-être entrer dans un modèle de frugalité heureuse ou de simplicité volontaire avec une diminution de nos aménités extraordinairement, on est à l'acmé là de l'industrialisme où on jouit de tout, quoi, pratiquement, enfin notamment en Europe. Je ne parle pas évidemment des à peu près 5 milliards d'autres habitants de la Terre qui eux sont misérables. Mais disons les 2,5 milliards que nous sommes en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Australie, si vous voulez. Là, c'est comme je disais tout à l'heure dans une conversation privée, il vaut mieux être smicard en France que petit bourgeois au Zimbabwe, parce que vous n'avez pas du tout la même vie, hein, pas du tout. Ici, vraiment, on est comme disait un économiste, voilà à peu près un siècle, on est, disons, des globules hédonistes d'agrandissement de soi. Voilà la vie spontanée de l'occidental moyen actuel. Et c'est très difficile de lutter contre cette jouissance excessive. Très, très difficile. Bon. Alors, en face de ça, bien sûr, politiquement, il y a aussi un autre souci des politiciens, c'est que c'est le souci de la rivalité pour les places. Ça occupe quand même une bonne partie, c'est-à-dire, est-ce que je vais être réélu à la prochaine élection? Et qui sont mes adversaires pour ça? Pas mes ennemis politiques, je les connais bien. Ce sont mes amis du même parti qui veulent ma place. Et donc une bonne partie de l'énergie des politiciens, qu'ils soient femmes ou hommes, à l'échelon municipal comme à l'échelon international, c'est surtout de me méfier de mes amis qui veulent me piquer mon siège. Donc tout ça occupe beaucoup de temps, disons 2/3 de temps pour promouvoir et prendre des actions et des décisions du modèle, disons, ce que j'appelle libéral productiviste actuel. C'est pas propre au capitalisme. Hein. Les staliniens, pendant 70 ans en URSS, et même maintenant le Parti communiste chinois, qui gère quand même 1,5 milliard de personnes. Hein. 3 fois plus que l'Europe. Et c'est le Parti communiste chinois qui gère ça tout seul, de manière complètement despotique. Bon. Mais ils savent calculer et ils font tout, évidemment, dans ce modèle que je disais de l'homo economicus. Bon. Donc tout ça, c'est des grandes masses, hein, c'est pas des trucs anecdotiques. Alors, c'est très difficile d'essayer de faire émerger un modèle comme ceux des oasis, des colibris, de l'Arche ou des communautés. Vous avez peut-être vu le film I Feel Good. Bon, c'est les communautés Emmaüs, hein, je vous le recommande. Bon, très belle communauté, ils sont 120, je crois, là. Bon, alors avec Jean Dujardin, bon, qui est un contre-rôle terrible. Hein, parce que d'ordinaire, il fait un peu le zouave, enfin, dans les films. Bon, mais c'est un très beau film. Bon, eh bien, ces communautés, un peu comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sont au contraire des exemples de ce qu'il faudrait mettre en place et surtout, alors je termine là-dessus au point de vue politique, autoriser les expérimentations. Le problème, c'est qu'en France, notamment, beaucoup plus qu'en Belgique ou en Allemagne ou ailleurs, eh bien, c'est l'État, hein, c'est le colbertisme, c'est la centralisation terrible depuis des siècles, où on croit depuis Napoléon aussi, enfin, etc. On en rajoute des couches à chaque fois, et on n'est pas du tout prêt à l'expérimentation. C'est la même loi pour tout le monde, et que ce soit dans le domaine de l'habitat, de l'énergie, du social, de la solidarité, etc. On n'a pas le droit de faire des expérimentations différentes. On n'a pas le droit de sortir du cadre et du moule. Eh bien non, il faudrait que
Alors, je vais un peu rigoler pour faire une référence historique de Che Guevara. Il faudrait construire 1, 2, 3, 10 000 oasis, arches et autres communautés d'Emmaüs s'il le faut, enfin, et des expérimentations où les gens regardent comment ça se fait, mais enfin, quand on expérimente, là, en tant qu'écologiste, ça n'est pas du tout la même chose de faire une oasis, par exemple, dans le Jura, ou bien au bord de la mer en Bretagne, là où j'habite, hein, parce que les conditions, le biotope, et les gens eux-mêmes ne sont pas les mêmes. Donc la première chose à réfléchir, quand on est 10, 15, 20 ou 500 ou 5000, qu'on veut faire une communauté, c'est où j'habite et avec quelles personnes. Et c'est les personnes réelles qui sont là. C'est pas avec mes copains, c'est trop facile de faire des trucs entre copains. Non, là, c'est entre voisins, on ne choisit pas ses voisins. C'est avec les gens qui sont dans votre entourage immédiat. Est-ce que c'est encore une fois 50, 500 ou 5000 ou même 50 000, peu importe. C'est tout le pouvoir local, comme disait donc Lénine, mais enfin bon, dans un autre contexte, avec les matières premières à la fois matérielles et humaines qui sont là où je suis. Et c'est là où je suis que je peux faire ma révolution à la fois intérieure et sociale et écologique, mais il faut que l'État, évidemment, parce que si vous dites je rentre en rébellion et je fais scission de la France, très vite, comme un peu on fait, essayer de faire les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, très vite c'est les flics qui arrivent. Il y a quand même évidemment le pouvoir de ce qu'on appelle la violence physique légitime qui est là. Eh bien non, il faut essayer évidemment de proposer à votre élection municipale, à votre élection régionale, à votre élection nationale, même européenne, de dire nous avons le droit de faire des expérimentations sociales, économiques et écologiques. Laissez-nous ce droit. C'est un droit vital justement pour éviter que ça soit la fin du monde. Merci beaucoup, Yves, pour la commentation. Cécile, oui. Oui. Bah, peut-être pour prolonger ce lien entre micro et macro, local et État, etc. Donc toi, tu fais de la recherche en philosophie politique, Oui. principalement sur des enjeux macro. Tu t'intéresses pas mal. Donc on a été visiter des oasis, certains dans la salle d'ailleurs, qui sont présents, en particulier pour tes recherches sur ce lien. Justement, qu'articulation pour toi? Ton regard là-dessus, Oui. micro, Ça macro, rejoint niveau beaucoup ce que économique. vient de dire Yves. Peut-être 3 points, parce qu'il faut être court, mais sur la question des communs, la question des responsabilités, je dirais, pour la justice, et puis des enjeux de discernement collectif vis-à-vis du type d'action sociale et politique à mener. Pour moi, il y a les 3 aspects. Sur les communs, je trouve que ce que vivent les oasis et le mouvement des colibris, c'est un effort pour essayer de réfléchir vraiment en complète consonance avec ces tentatives d'économistes, de politologues, de chercheurs et de praticiens ces dernières années pour réfléchir à des démarches en commun, en essayant, à la suite de travaux comme ceux d'Elinor Ostrom, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une politologue américaine qui a eu le prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années, pour ses travaux sur les communs au sens les pâturages, les ressources de pêche ou autres. Et en fait, ce qu'elle a montré, c'est que la question n'est pas tant de savoir si c'est propriété privée ou publique, mais plutôt de savoir comment des gens s'organisent dans des communautés données à l'échelle locale en commun, et en montrant comment ce que Gareth Hardin, c'est un autre chercheur, avait appelé la tragédie des communs, en fait ne se réalise pas quand des personnes qui appartiennent à une même communauté politique se mettent ensemble pour préserver des ressources, les gérer de manière à ce qu'elles soient pérennes et qu'elles soient transmises aux générations suivantes. Et du coup, à partir de là, il y a toute une série de travaux qui sont faits justement pour réfléchir au commun en tant que démarche en commun, donc avec une perspective très démocratique, qui est plutôt, comme on dit dans le monde anglo-saxon, bottom-up, ascendante que descendante, mais qui en même temps suppose que l'État, à un moment, intervienne aussi pour favoriser la possibilité de ces démarches en commun. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'État, mais c'est circonscrire le rôle de l'État aussi, finalement un facilitateur de ces démarches. Et il me semble que ça correspond bien au souci des oasis, justement, de faire en sorte que dans les domaines à la fois de l'alimentation, de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité, des ressources aussi culturelles diverses, il y a un effort pour créer de la richesse, développer ces ressources, les gérer, les partager, les transmettre,
en commun avec d'autres. Donc pour moi, c'est le premier élément très très fort, et justement de ces expérimentations que sont ces oasis, avec le souci de ne pas être en autarcie, mais bien de ce que moi j'avais pu voir l'année dernière en visitant, que ce soit le château partagé, l'Arche de Saint-Antoine, le hameau des Buis, de vraiment d'être en lien aussi avec un territoire. Ça, c'est le premier point. Après, je trouve que c'est très lié à l'articulation entre ce qui se joue à l'échelle personnelle et puis la réflexion sur donc nos responsabilités personnelles, individuelles, des responsabilités collectives, et je dirais la question des responsabilités vis-à-vis des institutions et de la justice des institutions. Alors, aimant bien la philosophie morale et politique et la définition, par exemple, que Paul Ricoeur donne de l'éthique, je trouve que c'est très intéressant, justement pour essayer de relier la question du bien vivre avec la question de la justice, puisque dans nos sociétés, nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur ce que veut dire une vie bonne. Alors on peut essayer il y a un grand enjeu sans doute, c'est essayer de définir des éléments communs, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des débats sur ce que les uns et les autres estiment être les conditions du bien vivre. En revanche, peut-être que ce sur quoi nous devons essayer tous de nous mettre d'accord, c'est sur des critères d'institution justes, ou au moins pour essayer de faire en sorte de lutter contre ce qui nous apparaît comme des injustices majeures, et notamment du point de vue de l'absence peut-être de liberté, de capacité, on pourrait dire, certains disent d'émancipation, d'empowerment, pour les uns et les autres, et notamment pour les plus fragiles, pour les plus faibles, et puis la lutte contre les inégalités. Et donc faire en sorte que nos projets politiques essayent d'établir des institutions qui nous rendent capables de lutter contre les inégalités et de favoriser l'expression des uns et des autres dans différents domaines. Et ça me conduit au troisième point, parce que je trouve que ce lien-là, je pense que c'est une vraie question pour les discussions qu'on peut avoir avec les membres des oasis, c'est de se dire comment ce qui est fait, et peut-être à une échelle beaucoup plus locale, avec cette idée de favoriser des institutions justes dans des territoires, à une échelle plutôt peut-être de la commune, la communauté de communes ou autre, comment c'est relié à une interrogation sur la justice des institutions ou les injustices structurelles de nos institutions à l'échelle nationale, voire à l'échelle mondiale. Et ça, je pense qu'on ne peut pas s'exonérer de cette réflexion-là et de l'interrogation, d'où le troisième point sur la question du discernement, de ce que nous pouvons faire, alors aussi en fonction de nos histoires, de nos compétences, de nos engagements, pour essayer de relier ces aspects micro ou peut-être méso avec des aspects plus macro. Et je trouve que là, il manque souvent des formes de discernement collectif sur ce que nous pouvons faire pour relier nos efforts, qui sont des efforts peut-être à des échelles très locales, et faire en sorte qu'ils soient articulés. Alors peut-être ce que disait Yves sur la multiplication de ces expérimentations qui finalement peuvent peut-être à un moment donné faire système, et montrer comment ça enclenche un changement d'échelle. Il n'empêche qu'il y a sans doute aussi des plaidoyers à mener de façon transversale pour changer des règles du jeu. Alors je ne sais pas si c'est tellement forcément au départ la raison d'être des oasis et des colibris, mais il me semble qu'il y a des choses intéressantes à faire, notamment parce que moi, pour travailler pas mal depuis 15 ans sur l'évaluation de la contribution ou pas d'entreprises au développement, notamment dans les pays du Sud, avec Gaël Giraud, justement, on avait aussi développé un indicateur qu'on appelait de capacité relationnelle, pour essayer de voir la contribution ou pas de différents types d'organisations à la qualité du lien social et écologique. Et en fait, quand on commence à regarder tout ça, on s'aperçoit aussi que ce que les anglo-saxons aussi appellent les métriques, là, je trouve que c'est une manière de dire, les instruments de mesure et d'évaluation, à tout niveau, ne sont absolument pas adaptés à la recherche de l'évaluation de modèles économiques qui favorisent la qualité de vie et le respect des écosystèmes et de la nature. Et du coup, je trouve qu'il pourrait y avoir un bon lien, par des travaux de recherche aussi, entre comment on évalue la contribution, par exemple, de projets d'oasis au bien vivre à une échelle locale, et comment ça contribue à créer de la richesse, mais justement qui est autre chose que le PIB tel qu'on le mesure habituellement.
Donc ça participe de cette recherche autour de ce qu'on appelait les nouveaux indicateurs de richesse. Pour donner juste un exemple, donc à mon avis, il y a des enjeux là du point de vue de la recherche, puis ensuite du plaidoyer, comme articulation entre ce qui se fait à l'échelle des oasis à un niveau plus local et mailler ça à une échelle plus large. Je trouve qu'il y a une vraie interrogation, enfin c'est aussi la mienne, sur le type d'engagement social et politique possible. Voilà, parce que parfois j'entends des plus jeunes dire mais moi je ne crois pas à la politique et je fais ce que je peux à une échelle très très locale. Mais à un moment quand même, on a aussi besoin de changer des règles du jeu pour justement aller plus vite, plus loin, plus fortement dans le développement de ces initiatives. Donc quel type d'engagement? Et puis je dirais le troisième point, c'est les enjeux de formation. Alors je l'ai évoqué avec le projet de campus de la transition, mais pour moi, et d'ailleurs on est en train de préparer avec les colibris une formation sur 2 mois, notamment pour des étudiants ingénieurs sortant des grandes écoles et universités, pour essayer de les aider à entrer dans une autre logique. Mais je trouve qu'il y a les MOOC aussi qui ont été développés sur les enjeux de permaculture, de gouvernance ou autres, qui sont des moyens par lesquels on peut essayer de favoriser une mise à disposition de ce qui se vit dans des lieux spécifiques pour montrer comment c'est possible de le faire ailleurs. Voilà, je trouve tout ça, je trouve ça passionnant de regarder tout ce qui s'essaye dans les oasis. Voilà. Merci Cécile, merci beaucoup. Oui, donc tu parlais justement des injustices, de comment est-ce qu'on les repositionne au centre aussi de notre débat politique, comment est-ce qu'on met en place des institutions justes. Pour revenir justement à l'Arche, vous avez fait un choix, c'est de mettre la fragilité au cœur de votre raison d'être. Et peut-être après 50 ans, comment est-ce que faire ce choix radical, qui est alternatif, qui est différent de ce que font les institutions aujourd'hui, comment est-ce que ça transforme au-delà de vous-même? Quel message ça renvoie à l'extérieur et quel impact vous voyez au-delà de vos 40 communautés en France? Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas chercheur, je suis engagé dans une communauté de l'Arche. Je partage ma vie avec des personnes en situation de handicap. Mais je crois que je partage le constat qui est fait et ce qui est dit là. Ma vie, c'est faire l'expérience de la limite. Être handicapé, c'est avoir une limite irréversible, irrévocable, qu'on ne peut pas occulter. Julie, dans un foyer de l'Arche, quand je lui demande ce qu'est le handicap, elle dit « c'est un trou dans la tête ». Un trou dans la tête. On ne peut pas l'effacer. Mais je crois que notre monde, notre société, a besoin d'apprendre à faire avec la limite. Et dans nos communautés de l'Arche, c'est ce que nous essayons de vivre. Alors, on y est aidé par les personnes que nous accueillons. C'est une autre personne qui me montrait sa main avec du vernis sur les ongles, et en désignant un volontaire qui vit avec elle, qui venait de lui mettre le vernis, me disait « Tu vois, grâce à moi, tout le monde voit son travail. Grâce à moi, tout le monde voit son travail. » Ou encore, en désignant un volontaire qui venait d'arriver, une autre personne me disait « Tu vois, on l'a aidé à s'adapter et maintenant, elle nous aide à faire la cuisine. » Ça veut bien dire que la limite, la fragilité, à partir de là, on crée de la relation, on crée la communauté, on crée l'oasis. On crée l'oasis. Et de ce point de vue-là, c'est une manière de se transformer chacun et de transformer le monde, tout simplement. Alors, il y a aussi une autre chose que je peux dire pour répondre à la question, comment nous intégrons la fragilité dans le vivre ensemble. Eh bien, par exemple, je vous ai dit qu'on était à la fois des communautés qui essayons de vivre des relations à parité, de réciprocité, et puis aussi des établissements professionnels pour lesquels nous signons des conventions avec les pouvoirs publics et l'État. C'est pas si simple de dire à la personne avec un handicap « je suis ton ami » et en même temps « je suis
ton éducateur, de se permettre la relation, de dire je t'aime, grosso modo, tu es beau, et en même temps être la personne qui pose le cadre, qui est dans la distance bienveillante. C'est une tension. Et à l'Arche, dans notre oasis, nous choisissons d'assumer cette tension, d'y consentir, même si elle est très inconfortable. Et c'est précisément cette tension, cette fragilité, d'une certaine manière, qui nous maintient vivants, qui nous maintient en mouvement. Et si on choisissait d'être uniquement un établissement médico-social ou uniquement une communauté, eh bien, notre intuition particulière s'arrêterait, l'oasis s'appauvrirait. Un peu comme un cycliste qui, quand il arrête de pédaler, tombe. Il nous faut continuer à pédaler, à assumer la fragilité, les tensions de notre projet. Un autre exemple, pour mettre la fragilité au centre, les relations avec les personnes les plus fragiles, eh bien, on a mis en place des processus de discernement qui consistent, à la fin du mandat du responsable de la communauté, à consulter toutes les personnes, y compris les personnes accueillies qui parfois n'ont pas accès à la parole, sur leur attente, quelle sera, comment conduire la communauté, et d'entendre ce qui est nécessaire aujourd'hui pour l'oasis constituée. C'est une façon de vivre avec la fragilité, c'est une façon de transformer le monde dans lequel nous sommes, donner la parole dans le vivre ensemble, donner la place à ceux qui sont plus vulnérables. Finalement, peut-être qu'à l'Arche, notre utilité sociale, elle n'est pas là où on l'attend. C'est pas dans accueillir la fragilité ou la prendre en compte, mais c'est bien plutôt montrer, révéler la force de la fragilité. Comment elle peut subvertir le monde dans lequel nous sommes. Je crois que c'est ça notre utilité sociale en tant que communauté. Et oasis. Merci beaucoup. Donc effectivement, les oasis, au sens large, comme lieu où ça prend la limite, les limites. Et finalement, on a beaucoup parlé de ce que les oasis peuvent faire au monde extérieur, donc à la fois pour montrer des exemples, pour transmettre, etc. Mais quelque chose auquel j'ai envie de t'interpeller aussi, Pierre, c'est que pour moi, un des rôles politiques des oasis, c'est de nous aider à être de meilleurs humains. C'est ce qu'on entend là. C'est-à-dire qu'une des grandes phrases qui inspire Colibri, que vient de Pierre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de société sans changement humain. Et en quoi, justement, peut-être aussi, il faut assumer qu'un des rôles des oasis, c'est de nous aider à l'échelle individuelle à être de meilleurs humains. Oui, je dirais qu'on n'a pas assez évoqué le fait que la planète entière oasis. Et qu'est-ce qui se passe sur cette planète oasis ? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on voit sur cette planète oasis ? Des disparités. Pendant que nous mangeons à notre faim, d'autres meurent de faim. Qu'il y a une minorité humaine qui s'octroie les biens et les ressources au détriment des 4/5 de l'humanité. Donc nous sommes dans un rôle dans lequel l'humain, évidemment, n'est pas toujours évoqué. Et je vais un peu essayer d'évoquer les choses un peu par l'humour. C'est-à-dire, il y a une petite histoire qui dit qu'un jour, il y a un pêcheur qui est là, il a fini son travail, il a sa barque, il est tranquille, etc. Passe un monsieur très sérieux qui lui dit « Monsieur, la barque là-bas, elle est à vous ?» Il dit « Oui. » « Oh, mais elle est petite, vous pourriez en avoir une plus grande. » Et après, forcément, vous allez pêcher plus de poissons. Et après, vous allez pêcher tellement de poissons que vous allez avoir un petit bateau. Et après, vous allez engager des gens, etc., etc. Et après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est pas peu. Voilà.
Le- euh, je crois il y a aussi une histoire qui concerne directement nous, notre installation en Ardèche. C'est que, bon, nous avons choisi un lieu qui était complètement, disons, aux yeux des experts, nous devions que crever de faim sur un lieu qui n'a ni électricité, ni téléphone, pas d'eau courante, pas plein de cailloux, etc. Et donc, si on était resté simplement sur la logique actuelle, la logique telle qu'elle a été établie, il ne fallait pas s'installer, c'était complètement, disons, fou de s'installer sur un lieu non vivable. Alors, on a été obligé de passer par le Crédit Agricole pour avoir un prêt, etc. J'ai été ouvrier agricole pour mériter d'avoir un prêt, etc. Et puis, finalement, les gens du Crédit Agricole disaient « Mais pourquoi vous installez dans un lieu aussi précaire? Nous sommes prêts à vous prêter beaucoup plus et vous vous installez dans un lieu où vous allez gagner votre vie. » Et je dis non, on y tenait, mais je ne pouvais pas dire au préposé du Crédit Agricole, nous nous installons là parce que c'est beau, voilà, c'est tout simplement beau, et que je n'ai pas envie de renoncer à la beauté que nous offre le divin gratuitement, il n'y a rien à payer. Un coucher de soleil, vous pouvez parfaitement l'admirer. Peut-être qu'il y aura bientôt, il y aura des malins qui feront payer les couchers de soleil et les levées de soleil. Donc on est de plus en plus déconnecté de la vie. Une autre anecdote, c'est nous avons chez nous un peu de bois, quoi. On devait couper du bois pour nous chauffer, etc. Et puis j'étais en train de faire ce travail avec un ami, et à la fin de la journée s'apaise, on regarde le paysage, et sur un coucher de soleil se découpait un arbre magnifique. Et cet arbre magnifique puisque c'était l'hiver, il faisait dentelle sur cette somptuosité d'un coucher de soleil magnifique. Et j'étais comme à l'admiration, et je veux faire partager à mon ami, évidemment, cette chose superbe. Je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous ne nous interrogeons pas. D'abord, on a circonscrit le discours aux pays prospères. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du tiers-monde, on n'a pas parlé des gens qui meurent de faim, on n'a pas parlé de toutes ces choses-là. Il aurait fallu quand même élargir le débat à l'humain. C'est pour ça que nous tenons à humanisme. Nous tenons à humanisme. Parce que pour nous, l'humanisme, c'est ce qui doit éradiquer l'humanitaire. L'humanitaire, c'est tellement facile. On va prendre aux pauvres, avec la complicité de leurs chefs d'État corrompus, tout ce qu'on veut. Et puis ensuite, on leur envoie des sacs de riz pour dire « Regardez comme nous sommes généreux ». Et toutes ces choses-là qui sont de l'ordre d'une forme d'hypocrisie, il faut quand même les débusquer pour se rendre compte qu'il y a à changer, non pas à rafistoler le modèle là où ça ne marche pas, on met une rustine, mais il y a à changer de paradigme, et c'est-à-dire mettre de l'humain et de l'amour dans la démarche. Et si on ne fait pas ça, on n'aboutit pas à cette équité qui est indispensable, parce que quand vous voyez un continent comme l'Afrique, c'est pas en tant qu'Africain que je le dis, riche que de tout, et la misère y est endémique, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, les richesses ne sont pas équitablement partagées. Alors on évalue à un cinquième de l'humanité consommant les 4/5 des ressources produites sur la planète. Là, il y a un problème. Il faut résoudre tous ces problèmes. Et comment y arriver? C'est effectivement que nous, qui sommes de plus en plus prédateurs et de plus en plus insatiables sans être heureux. Insatiabilité sans joie. C'est incroyable. C'est les pays qui sont pourvus, qui ont normalement tout pour être heureux, qui ne le sont pas. Et on consomme des anxiolytiques, du divertissement, etc., parce qu'il faut fuir une réalité humaine. Tout ça pour dire que nous tenons au terme humanisme, pas humanitaire. Nous tenons à cet humanisme, et comment arriver à mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et organiser le monde à partir de ce souci que l'humain soit pourvu et heureux, et que la nature soit préservée par cet humain.
C'est pour ça que nous nous appelons d'ailleurs humanisme. Et quand on a produit, évidemment, je n'ai pas besoin de revenir sur la question des colibris, puisqu'il s'agit c'était, vous savez, une légende. Il y avait une légende amérindienne qui disait, un jour il y a eu un grand feu, un grand incendie de forêt. Tous les animaux atterrés, impuissants, désespérés, n'arrivent à rien faire. Par contre, le petit colibri, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau dans le fleuve ou je ne sais pas où, et il les jette sur le feu. Et ça paraissait tellement dérisoire au tatou qui lui dit « Mais colibri, tu n'imagines quand même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et c'est de là qu'est venu « Oui, je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une nécessité de mobilisation, parce que les analyses, les diagnostics, les bibliothèques sont pleines à craquer de diagnostics, de bons vœux, de mochettes qu'il faut faire, etc. Mais en fait, nous sommes aujourd'hui, par la nécessité, vraiment interpellés pour incarner les idées que nous faisons. Sinon, on peut continuer à remuer des idées, mais il faut les incarner. Et pour moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la préservation de la terre qui nous nourrit, qu'on est en train de détruire. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous parler de l'eau, je n'ai pas besoin de vous parler de l'air et de toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est de rendre la vie impossible aux générations futures. Nous sommes en situation de leur rendre la vie totalement impossible. C'est-à-dire qu'ils vont hériter de plus de problèmes à résoudre que de solutions que nous aurions élaborées. D'où aujourd'hui l'obligation morale de tout faire. Il ne s'agit pas de faire simplement des enfants et dire ils se débrouilleront. Il y a une obligation morale de dire quels sont les comportements que nous pouvons modifier de façon à ce que les générations futures ne soient pas condamnées à l'indigence. Quand on fait l'inventaire de nos productions, eh ben, ce que constatent les économistes et autres, c'est que nous produisons 30 à 40% de superflu, de déchets, c'est-à-dire des choses qui sont totalement inutiles à la vie. Et pour produire ce superflu, on puise dans la ressource globale de l'humanité pour faire du superflu. Et de l'autre côté, je me suis renseigné, toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim. Donc voilà des problèmes extrêmement aigus, et il faut faire attention de ne pas avoir un effet de loupe, d'abord un constat de loupe, et il faut maintenant se mobiliser non pas simplement sur nos problèmes à nous, mais sur la problématique du genre humain. Moi, j'avais imaginé tout un poème sur la planète qui aurait, elle se serait faite belle, etc. Puis, elle a mis des milliards d'années à se réaliser, à se faire belle. Et puis elle dit, à quoi ça sert s'il n'y a personne pour m'admirer, c'est pas la peine. Et elle aurait créé l'être humain. Je ne sais pas si elle a fait une bonne opération, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si des extraterrestres évolués, examinent et étudient et observent notre façon de nous comporter, il est impossible de dire que nous sommes intelligents. Parce que s'il y a une espèce qui s'autodétruit, qui rentre dans son autodestruction, qui donne aux armements beaucoup plus d'importance qu'à la vie, qui va faire des programmes de la planète pour constater que la Lune, il n'y a que des cailloux. Voilà. Alors que la planète crie au secours, il faudrait quand même consacrer du moyen à la planète qui nous... Et moi, j'ai des programmes là-dessus. C'est pas creux. On peut reboiser, on peut lutter contre l'érosion, on peut faire simplement 2-3% de ce qui est consacré aux armements. Il y a ces ridicules trucs où finalement on est en train de préparer une apocalypse stupide où l'humanité peut... Ça, c'est pas intelligent du tout. Rien n'est intelligent. Quand on fait des armes, c'est pas intelligent. D'ailleurs, quand quelqu'un tue quelqu'un, il est en prison. Si on envoie tuer et qu'on a bien tué, on est décoré. C'est quand même incroyable. Voilà. Je veux pas non plus... D'un côté, c'est l'héroïsme, de l'autre côté, c'est le meurtre. Non, le meurtre, c'est le meurtre. C'est pas... Et toutes ces confusions qu'on a, il faut maintenant, à mon avis, et je ne prétends pas avoir la vérité, simplement, ce que je constate, c'est qu'il ne peut pas y avoir de mutation sociale sans mutation humaine. Et c'est l'humain qui doit changer, pas seulement ce que nous faisons autour. On peut
D'ailleurs, les paysans disaient que quelquefois les communautés, ça commençait par Dieu soit béni et ça finissait par le diable t'emporte. Parce qu'en fait, les communautés ont du mal à vivre sans que apparaissent les jalousies, les machins, et tous les trucs compliqués. Et c'est pour ça que à 80 ans, je ne vais pas rester dans l'illusion de croire que parce qu'on va bouffer bio, tout ira bien. Voilà. Je crois qu'il y a un changement humain à opérer. J'insiste beaucoup sur le fait de l'éducation. Pourquoi ne pas éduquer dès tout petit les enfants à l'écologie? Pourquoi la subordination des femmes, universelle des femmes? Pourquoi ne pas apprendre aux enfants dès l'éducation la solidarité au lieu de la compétitivité constante, le meilleur, le moins bon, etc. Tout ça c'est stupide. Donc soyons intelligents, enfin c'est mon point de vue, je ne suis pas là pour vous endoctriner, bien entendu. Et la plupart des choses que j'essaye de dire, j'essaie de les incarner aussi. Évidemment, je suis tellement parfait que quand je me regarde dans la glace, je suis ébloui par ma perfection. J'ai pas amené évidemment mon auréole parce que ça donne les gens se rendent, ils s'estiment trop petits, trop. C'est pas, je veux dire, aujourd'hui, je ne crois pas au changement de société si l'humain n'est pas pris en compte et si cet humain n'est pas éduqué à l'amour. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc beaucoup de choses, j'espère que vous avez pu piocher des choses pour nous inspirer pour la suite de l'aventure des Oasis, de ce réseau. On va essayer de faire grandir bien sûr. La parole est maintenant à vous, avec Pascal qui a un micro dans la main, qui peut... Gabriel. Et Gabriel, donc il y a même 2 micros, c'est magnifique. Donc je vous encourage, comme on a peu de temps, à essayer d'être concis et si possible de vraiment poser une question aux intervenants. Merci. Bonjour, je m'appelle Amira, j'ai même écrit ma question pour être concise. Je suis ici car je souhaite gagner en autonomie par rapport à un système de société qui ne me convient pas. Dans ma recherche d'autonomie énergétique, j'ai découvert il y a quelques années un documentaire sur l'énergie libre qui se nomme Thrive, T-H-R-I-V-E. Je voulais savoir, ma question est donc, est-ce qu'il y a dans cette salle des personnes qui pourraient me renseigner sur des ingénieurs qui ont créé des moteurs à énergie libre et qui pourraient enfin permettre aux localités d'être énergétiquement libres? Merci. S'il y en a qui veulent dire quelque chose. Moi, je veux bien en parler avec toi après. Voilà. Mais... je n'ai pas de bonne réponse. Et si j'en avais une, elle serait très interrogative. Je ne crois pas que, enfin, ce que vous dites, Thrive, c'est ça? Mais quelle est l'origine, disons, physique de... je ne connais pas ça, donc je ne peux pas en parler, même si je prétends être vaguement ingénieur et connaître bien le domaine de l'énergie. Je ne suis pas sûr qu'il faille rêver sur une énergie infinie et gratuite qui délivrerait le monde de tous ces maux. Je n'en suis pas sûr. C'est comme les moteurs à eau, quoi, ça n'existe pas. Oui. Question. Moi, je dirais que simplement, il faut quand même réduire. On est toujours dans combien plus, il faut quand même revenir à la puissance du moins. Et la puissance de la modération. La modération est très puissante, beaucoup plus puissante qu'une insatiabilité permanente dans laquelle la publicité nous maintient. On n'est jamais satisfait, on est à un niveau, on n'a jamais rien, on est minable parce qu'on n'a pas ci ou pas ça. Moi, notre maison à nous, c'est un simple témoignage, ferait le désespoir du cambrioleur. Oui, question. Bonjour. Oui. Moi, j'avais une question. Le GIEC a publié son dernier rapport qui est plutôt alarmant sur des questions de climat, de biodiversité. En même temps, le dernier Nobel de l'économie, si je ne me trompe pas, a été destiné à William Nordhaus, qui, dans sa publication, précise un réchauffement optimal au niveau économique de 3,5 degrés, sachant qu'on a déjà des catastrophes prévues pour 2 degrés de réchauffement pour 2100. Je voulais voir un petit peu quel signal ça envoyait. Je pense que la question s'adresse à Cécile, peut-être, plutôt. Cécile.
Oui, il me semble déjà, le prix Nobel d'économie a été donné à 2 personnes, peut-être que Yves Cochet pour dire, à Paul Romer, là, qui était chef économiste de la Banque mondiale, et je pense qu'il y a une perspective beaucoup plus exigeante vis-à-vis des enjeux climatiques que ne l'a Nordhaus. Donc je pense que je ne sais pas quel signal ça donne, mais en tout cas vraiment en demi-teinte. Et par ailleurs, c'est sûr que le dernier rapport du GIEC, celui qui est sorti là, en début de semaine, alors qui répond à la commande qui avait été faite en 2015, parce qu'il peut être très mal interprété, parce que c'est dire un monde à 1,5 degré, ce qui était l'engagement de la communauté internationale pour essayer de réduire le plus possible l'élévation de la température d'ici la fin du siècle. On sait bien on est déjà à 1,1 degré, et donc il est extrêmement peu probable qu'on puisse limiter à 1,5 degré. Mais ce qui est intéressant quand on lit le rapport, c'est de voir la façon dont ce qui est dit, c'est que en fait, il y a des débats sur les incertitudes du point de vue des moyens technologiques ou autres, mais en gros, ce qui est dit, c'est que ce qu'on essaye de dire ici, il semble, c'est qu'on n'y arrivera pas sans une transformation politique, sans une volonté politique extrêmement forte, qui n'est pas là pour l'instant. Alors là, les chercheurs du GIEC n'en parlent pas explicitement, mais enfin, c'est notre rôle justement de le dire, et sans doute d'avoir une action pour essayer de mobiliser davantage. Mais c'est sûr qu'il y a là encore ce décalage entre un niveau d'intention affiché et la réalité des stratégies ou des politiques qui ne sont absolument pas convergentes avec cet objectif. Et je crois que le rapport, quand on le lit un peu précisément, a le mérite de le dire très fortement. Mais je suis passée du prix Nobel au rapport qui me semble plus intéressant. Ouais. Florent. Bonjour, une question simple et compliquée. On parlait de justice dans les institutions tout à l'heure. Ma question est, le droit à la propriété est-il juste ? Et plus loin, quelle piste de réflexion avons-nous pour la gestion collective de la Terre ? La question des communs, peut-être. Voilà, oui. mais, alors... j'ai envie de faire un petit détour par la pensée sociale de l'Église, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes et une réflexion qui date de plusieurs siècles sur le sujet, qui est la question de ce qu'on appelait dans la théologie chrétienne et catholique au départ, la question de la destination universelle des biens. Mais ce qui rejoint beaucoup aujourd'hui, je crois, toutes les démarches des communs, qui précisément essayent de dire sortons de ces catégories qui ont été fixées par les économistes, qui consistent à dire on considérait jusqu'à une date assez récente en gros 2 grandes catégories de biens, les biens privés, dont chacun avec propriété privée, chacun en fait strictement ce qu'il veut, et propriété publique ou gestion publique. Et la démarche des communs, une fois encore, elle est liée à cette idée qu'il y a des biens et services qui sont, alors je prends le jargon des économistes, c'est des biens rivaux et non exclusifs. Rivaux, ça veut dire que le fait que j'en consomme ou que j'en possède empêche d'autres d'en consommer, de les posséder. Des biens non exclusifs, ça veut dire qu'on estime, pour des raisons soit techniques, politiques ou autres, que toute personne devrait pouvoir y avoir accès. Donc tout le débat aujourd'hui, c'est celui qui devrait être le nôtre à toutes les échelles, c'est de se dire quels sont ces biens fondamentaux, ces biens communs auxquels on estime que toute personne humaine doit avoir accès à travers la planète, et pour aujourd'hui et demain. Et du coup, si on commence à dire ça, ça veut bien dire qu'on sort d'une perspective en termes de droit à la propriété privée. Alors, peut-être qu'il y a cette question de savoir, quand on parle de propriété, de quoi on parle. Je pense que dans notre perspective libérale, on a été malheureusement très façonné par une perspective, par exemple comme celle de Locke, qui disait qu'au fond, il reliait la question de la propriété légitime sur de la terre, un bout de terre, avec la question de la propriété de soi. Et alors pour ceux qui lisent des anthropologues comme David Graeber souligne que l'esclavage, justement, c'est dans les sociétés qui pratiquaient l'esclavage que cette question de la propriété privée est apparue avec force, en liant la question de propriété de son corps, ou le fait qu'on puisse admettre de pouvoir louer ou vendre son corps, et le fait qu'on puisse avoir de la propriété privée. Alors, je pense que d'essayer de réfléchir complètement différemment peut nous aider à sortir de ces représentations-là. Je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après, on pourrait aller beaucoup plus loin. Oui. Alors, Yves va bientôt partir. Il est quelle heure ? Encore 5 minutes, non ? Non, 30.
Il va devoir prendre un train pour son association. Désolé. Merci beaucoup Yves. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci. Est-ce qu'il y a quelques autres questions? Oui, Raphaël, là-bas. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Raphaël Vandepart. Je fais partie d'un éco-village, une oasis qui s'appelle les Trois Sources, dans le sud. Donc, ce que je voulais dire, c'est la question que je vais poser. D'abord, c'est mon parcours, ça a été d'abord le monde du capitalisme, dans lequel j'ai vécu pendant très longtemps, dans la finance internationale. Et j'ai eu une conversion, on peut dire, complète, où j'ai complètement changé de vie, pour finalement atterrir dans un éco-village ou devenir formateur en éco-psychologie. Ça a été un choc de la rencontre avec le monde alternatif. Parce qu'au départ, on ne parlait pas du tout le même langage, j'avais l'impression d'avoir les mêmes valeurs, mais un langage complètement différent. Et ce que je peux dire en tout cas, c'est que en étant dans un monde complètement à l'opposé de l'écologie, pour moi les écologistes à une époque, c'était quelque chose de complètement insupportable. J'en suis devenu un, parce qu'il y a des gens qui ont pris le temps de parler avec moi, de m'expliquer des choses, parce qu'ensuite j'ai pris le temps de me former, de créer une association, etc. Et même de participer à la création du premier congrès francophone d'éco-psychologie. Donc c'est possible pour un capitaliste de devenir écologiste. Donc ma question c'est, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer des initiatives, avec des personnes comme vous qui avez une envergure nationale, voire internationale, des initiatives qui permettent d'établir un vrai dialogue, parce qu'il y a déjà des dialogues qui existent. Est-ce qu'il serait possible de créer peut-être un organe, quelque chose, qui aille non pas dans le clivage de dire nous on est écologiste, vous êtes capitaliste, mais de créer un dialogue entre le monde capitaliste et le monde écologiste, sans parti pris et sans jugement. Quelqu'un veut répondre? L'Arche n'est pas tout à fait dans le monde écologique. Pour autant, votre parcours, beaucoup d'entre nous à l'Arche l'ont vécu. Et on voit des hommes qui ont eu des responsabilités dans des multinationales, qui ont eu des parcours à responsabilité, venir vivre en communauté avec des personnes en situation de handicap et apporter là leurs compétences. Et on voit aussi, alors que souvent ils ont eu une vie sous pression à bien des égards, que les relations avec les personnes en situation de handicap, avec les personnes qui ont moins de moyens intellectuels, eh bien, leur ouvrent des perspectives existentielles renouvelées. Et c'est un beau spectacle à voir. Donc, je ne peux pas répondre complètement à votre question, mais dire que je suis témoin dans nos communautés de l'Arche de parcours analogues aux vôtres, et j'en suis émerveillé. Oui, puis tu peux dire quelque chose? Juste peut-être pour aller dans le même sens, est-ce que c'est celle d'un dialogue ou aussi d'une expérience? Aider ces personnes à faire une expérience pour regarder le monde avec d'autres lunettes? Non, parce que sinon j'ai peur que si on reste au niveau des échanges d'arguments, on en voit les limites. Ou alors, comme disent les sociologues Boltanski et Capello, là, dans un livre qui date maintenant d'une 20aine d'années, le capitalisme est passé maître dans l'art d'ingérer la critique. Alors si on en reste au niveau de la rhétorique et du discours, on voit bien que c'est évidemment pas suffisant. Donc il me semble que ce que tu dis, c'est la capacité à faire une expérience qui transforme profondément et qui du coup permet à ces personnes de se mettre en mouvement autrement. Par exemple, un autre exemple, pour vivre concrètement, à l'Arche, nous avons besoin de lever des fonds privés. Mais les gens qui sont à l'Arche depuis 40 ou 50 ans, ils sont incapables d'avoir les codes, le langage pour aller au-devant des entreprises. Et c'est bien souvent les personnes qui ont vécu des expériences dans le monde capitaliste et économique qui viennent contribuer à la collecte pour que les oasis de l'Arche puissent devenir pérennes. Enfin, il y a des échanges comme ça
il faut que chacun y trouve son compte, mais qui sont fructueux et qui font signe, vraiment, qui font signe. Oui. Peut-être pour moi, c'est une question qui est vraiment importante, la question qui est posée. Et pour moi, ça rejoint vraiment la question de la puissance politique des oasis. C'est-à-dire que quand on dialogue, a priori, on a l'impression qu'on peut s'entendre. Mais très souvent, on bute sur la question des idéologies. Et les idéologies, elles divisent. Et aujourd'hui, la société, pour moi, est dans un clivage idéologique qui est même extrême. Il n'a jamais été autant clivé, la société. Et qu'aujourd'hui, ce qui rassemble, c'est l'expérience, pour rejoindre ce que dit Cécile. Et que ce que nos lieux font, qui à mon avis est bien plus puissant que des discours, c'est pour passer pleinement dans le sujet, bien plus puissant que des démarches militantes de conviction, c'est la démonstration par la preuve. Moi, je peux le dire aussi pour vivre dans un lieu au fin fond de la Beauce, donc l'Eure-et-Loire, un lieu spirituel, écologique, communautaire, en gros une secte pour 90% des Français, et de voir qu'au bout de 15 ans, ce qui a fait évoluer beaucoup de gens autour, c'est pas en arrivant de commencer à prêcher ou à dire quoi que ce soit, c'est simplement, au bout de 15 ans, d'incarner quelque chose. Et de voir que par cette relation humaine et par ce qu'on est capable de faire concrètement, eh ben on arrive à créer du dialogue, parce qu'au final, on arrive à rassembler les gens autour de ça, autour d'enjeux, par exemple pour les oasis, d'éco-construction, de relation de patrimoine, d'enjeux alimentaires, de choses très concrètes qui rassemblent plutôt qu'elles divisent. Et ça, comme le dit souvent Pierre, les théories, les synthèses, antithèses, voilà, c'est des choses qui finalement divisent beaucoup. Et on a besoin de l'expérience aujourd'hui pour créer ce lien. Et je suis persuadé que beaucoup de gens avec qui on peut être en désaccord sur des questions d'idéologie, quand on se retrouve à vivre ces expériences de vie, eh ben on recrée ce lien d'amour dont on a parlé. Il y a Eva au fond, oui. Alors, à la fin de son intervention, Pierre, il dit que pour transformer la société, il faut transformer l'humain. L'humain, c'est chacun d'entre nous, ici, dans cette salle. Alors, ma question, c'est à chacun des trois intervenants, moi, je suis très pratique. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour commencer à me transformer moi-même, pour contribuer à la protection de la terre, du vivant, de la nature et de l'humain? Non, moi je me garderais bien de vous conseiller. Je pense que c'est quelque chose qui est... le changement individuel et personnel, c'est de l'ordre de l'intime, c'est pas de l'ordre... Alors, le problème du changement, c'est que on est quelquefois dans une idéologie. Et de cette idéologie, on valide en quelque sorte les choses. Quand j'ai lu les histoires du nazisme, par exemple, ben les nazis, ils étaient totalement convaincus qu'ils étaient dans ce qui est juste. Et pour eux, le manifeste hitlérien correspondait à une vérité. Donc il faut d'abord s'assurer, est-ce que ce changement, par quoi est-il déterminé? Par quelle aspiration est-il déterminé? Et on revient toujours à la même chose. Moi, je reste totalement christique dans le sens l'amour absolu et réitéré et asséné comme étant la façon de changer. Autrement, les idéologies sont tellement multiples que chacun, dans son idéologie, croit qu'il est dans la vérité. Et c'est ce qui fait que l'humanité est complètement divisée, parce que chacun a forgé sa propre vérité. Mais ces vérités-là, elles ne sont validées par rien d'autre que souvent des idéologies. D'ailleurs, Nietzsche disait même à certains chrétiens, il faut que vous ayez l'air sauvé pour qu'on croie votre sauveur. Je veux dire, le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir simplement une idéologie, c'est savoir sur quoi elle est assise, et évidemment la diversité des opinions, la diversité des tendances qui font que le monde aujourd'hui est complètement divisé, complètement morcelé, et que les conflits sont de plus en plus importants, c'est qu'en fait on n'est pas arrivé à s'entendre, avoir un consensus sur qu'est-ce que c'est que changer, et changer vers quoi. Et à partir du moment où on dit c'est changer pour qu'il y ait plus de bienveillance, une meilleure société, une société plus juste, etc. Là, je ne pense pas qu'on soit dans l'erreur. Mais le reste, ça reste évidemment extrêmement complexe. Je trouve que ce n'est pas une question facile et que les portes d'entrée ne sont pas forcément les mêmes pour chacun. Mais peut-être que moi, je verrais bien trois pôles. Il y a celui, il me semble, de l'engagement, celui du lien avec d'autres, un peu le côté communauté, collectif, enfin de ne pas faire les choses seules, et la question des ressources spirituelles, de puiser
dans des sources spirituelles, alors que ce soit une religion, une tradition religieuse, mais ça peut être d'autres moyens, par l'esthétique ou autre, mais puiser dans, et Pierre parlait de la beauté, de ce qui est de l'ordre de la gratuité ou de la transcendance, de ce qui nous empêche de désespérer d'une certaine manière, de ce qui nous permet de croire à la vie comme une promesse et pas comme une menace, enfin je sais pas comment le dire, mais cet aspect-là, et puis vraiment ce côté, c'est pas soi seul, aucun de nous n'est le sauveur, c'est avec d'autres, et c'est ensemble que nous arriverons à transformer des choses, et que du coup l'engagement, c'est que si tout ça est pas lié à un engagement, mais à sa mesure, mais en même temps avec un diagnostic lucide sur ce qui est en jeu, je trouve que c'est à la fois une vision large, voilà, et puis après chacun avec là aussi ses compétences et se nourrir des compétences des autres. Et je trouve cette question de l'interdépendance et de voilà, on est soi-même vulnérable toujours d'une manière ou d'une autre, et en même temps on a quelque chose à apporter d'absolument unique. Donc pour moi, c'est selon, enfin en tout cas moi, mon expérience de vie communautaire depuis 27 ans me montre bien, même dans une communauté qui partage un certain nombre de choses en commun, c'est qu'il y en a certaines qui ont une manière de développer leurs ressources spirituelles, voilà, par une forme d'intériorité de prière. Pour d'autres, ça passe beaucoup par l'engagement, pour d'autres par le soin de la communauté plus proche, et qu'on a besoin de tout ça. Donc moi je trouve que voilà, c'est ce qui fait la richesse, je pense, des lieux dans lesquels on vit. L'engagement, la communauté, la relation et les ressources intérieures, je ne sais pas si je pourrais dire autre chose, mais pour moi, mes maîtres, ce sont les personnes les plus fragiles, qui spontanément, dans un élan souvent, font cette expérience, créer de la relation à partir de leur propre dépendance. Je me souviens, pour être concret, un financeur qui visitait la communauté dans laquelle je me trouvais, qui visiblement, c'était une femme qui était inquiète des personnes avec un handicap. Et je me souviens de Laetitia qui allait vers elle et qui l'a embrassée, une personne haut placée dans l'administration, et a commencé à lui souhaiter bienvenue en la tutoyant. Eh bien, cette femme ne visitait plus une institution, mais une communauté d'hommes et de femmes. Et c'était beau. Voilà, je dirais ça. Merci beaucoup. Il y a une dernière question qu'on va prendre. Après, on va aller prendre l'apéro quand même. Bonjour. Il y en a qui agitent les mains. Ah, il y a deux questions. Alors, deux questions. D'accord. Je suis... Allez, deux questions. Donc je suis Olivier, j'ai un pied dans le mouvement scout, un pied dans le mouvement colibri. Je vois énormément de points communs, autant dans les valeurs d'engagement, d'éducation à l'amour, etc. Que des points communs. Comment peut-on travailler ensemble pour décupler la prise de conscience et unir nos forces? Qui veut y aller? Bah oui, mais moi je suis pas intervenant. Allez-y. Non, vas-y, oui. D'abord. Ah non, mais moi je suis convaincue, oui. Alors là, qu'il y a plein de choses. Et notre petite expérience pour le campus de la transition, c'est que pendant tout l'été, on a eu des scouts, notamment des compagnons scouts et guides de France qui sont venus nous aider et qui étaient très très intéressés par le projet, dont on sentait qu'ils se sentaient partie prenante. Voilà, de ces enjeux de formation, de contribution. Après. Concrètement, je ne sais pas très bien. Je pense que c'est après, en fonction des oasis, peut-être des lieux, il y a des choses à faire pour rapprocher les initiatives. Mais voilà, je ne sais pas très bien si tu veux. À l'Arche, nous avons beaucoup de scouts, mais je ne sais pas quels sont les liens avec le mouvement Colibri. C'est peut-être une première là. Nous allons continuer. Devenons interdépendants les uns des autres, peut-être, au niveau local. Portons des projets ensemble, dans l'habitat partagé, il y aurait beaucoup de domaines où nous pourrions être facilement ensemble, parce que la terre est commune. Ouais, moi, je peux juste dire au titre des oasis que la question de la rencontre et de la diversité, elle est cruciale dans les enjeux de l'avenir. Moi, vous avez peut-être compris, une de mes grandes questions, de sortir des idéologies, voilà, pour créer ce lien. Si on est venu à Jambeville,
c'est pas un hasard, espérons que ça puisse initier des choses, hein, on verra, sans créer d'injonction non plus à coopérer, parce que ça peut être aussi très violent, l'injonction à coopérer. De la même manière, l'invitation de Pierre et le lien avec Jean Vanier, moi ça m'invite à aller creuser ça, avec aussi, je peux vous dire, en tant qu'association qui a beaucoup de liens avec beaucoup de choses, des fois le risque aussi de se perdre, donc trouver ce juste équilibre entre ce qu'on appelle avec certains identité racine, identité relation. Qu'est-ce qui fait qu'on consacre du temps à être vraiment soi? Qu'est-ce qui fait qu'on consacre du temps aussi à construire cette relation à l'autre et cette coopération? Je pense que la question qui est derrière, qu'on n'a pas le temps de développer, c'est la question cruciale aujourd'hui du monde de la transition et du monde du changement, avec des réponses des fois un peu dogmatiques qui ne sont pas forcément les bonnes réponses. Donc c'est vraiment, je pense, un champ d'exploration énorme. Ça veut dire que coopérer, sans être une injonction, encore une fois. Et je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, et à notre petite échelle là du réseau Oasis, c'est pour moi ce que je me délecte de voir la diversité des lieux dans ce réseau, quoi. Il y a des personnes dans ce réseau qui vivent dans ce réseau, qui, si on se met à parler d'idéologie, vont vraiment se taper dessus, hein. Mais aujourd'hui, ils arrivent à construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est, je pense, arriver à retrouver ce qui nous relie, c'est quelque chose d'essentiel. Et par exemple, sur la question des scouts, que je ne connais pas précisément bien, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, il y a des lieux qui aussi testent ça, comme le font Campus de la Transition et d'autres lieux du réseau. Ouais. Et en tout cas, tu peux peut-être être justement ce pont entre ces deux mondes. Voilà. Merci d'avance. Si tu permets, Mathieu, je vais... Et encore un témoignage. En 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Ça m'est tombé comme une tuile sur la tête parce que j'étais à des années-lumière de me présenter aux élections présidentielles. Je n'étais pas du tout. Donc on a fait cette expérience. Après des insomnies, j'y vais pas, à quoi ça sert, etc. Bon, finalement quelque chose m'a poussé à le faire. Et puis on a fait un 4 pages, appel à l'insurrection des consciences. Moi je crois maintenant plus à la sociologie des consciences qu'à la sociologie humaine simple, parce que chacun est enlisé dans son histoire et c'est ce qui fait la division. Et on s'est dit, les consciences maintenant doivent émerger et c'est le lien des consciences qui doit transformer les choses, parce que sinon on reste complètement prisonnier de son histoire. Appel à l'insurrection des consciences, quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et on est parti là-dessus, sur un programme, pourquoi le féminin est-il subordonné au masculin, évidemment à l'écologie, pourquoi éduquer les enfants dans la compétition alors qu'on pourrait les éduquer au contraire dès tout petits dans la solidarité, etc., etc., les utopies. Il faut ouvrir une voie à auquel on ne pense pas, mais qui peut naître du génie et de l'interrogation humaine, et on est parti là-dessus. Alors comme vous savez qu'il y a le rituel des signatures, alors on est allé au Caïdo pour trouver des signatures, et moi franchement je me suis dit, si on arrive à trouver 3 maires en état d'ébriété pour leur donner leur signature, compte tenu du délire dans lequel nous étions par rapport à la politique sérieuse, conventionnelle, etc., ça serait pas mal. Ben, figurez-vous qu'on a frôlé presque les 200 signatures sur le programme dont je vous ai parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a nécessité d'aboutir à ce que Teilhard de Chardin appelait peut-être une noosphère, ou je ne sais pas comment l'appeler ça, c'est-à-dire que la convergence des consciences et construire le monde sur cette convergence des consciences qui finalement nous affranchit complètement de notre histoire pour dire nous sommes face à une situation qui est quand même cruciale aujourd'hui et très difficile, et on ne le fera pas en continuant les clivages, moi je suis respectueux, droite-gauche, chacun choisit ce qu'il veut, mais aujourd'hui l'humanité est sommée en quelque sorte de retrouver une unité dynamique et une unité de bienveillance collective. Moi je crois à ça, et je pense que tout le travail qui est à faire pour l'avenir, c'est comment aboutir finalement à s'affranchir, à se libérer de tout ce qui nous a prédéterminés et nous a coincés en quelque sorte dans un état pour aller vers quelque chose de léger et qui permette finalement l'unité. Voilà ma conviction, mon credo, absolument. Merci Pierre. Zoé, dernière question, et après je vous promets on arrête, on a l'apéro vraiment qui va devenir chaud. Si je concurrence l'apéro, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de partisans. Bonjour Zoé, j'avais une question par rapport à la puissance politique des Oasis, parce que j'ai l'impression que la puissance politique ça passe aussi par une ouverture, et au quotidien dans nos démarches, moi je crois beaucoup à ce que tu as dit Mathieu, la preuve par l'exemple,
j'ai l'impression que la preuve par l'exemple, elle marche beaucoup dans un milieu, quand même un milieu là, je vous connais pas tous, mais loin de là, mais j'ai quand même l'impression qu'on vient, il y a un petit peu, on appellerait la mixité sociale, des fois on a du mal, enfin moi la première, je suis grandi dans un milieu et j'ai du mal à en sortir, et je voulais savoir comment on peut faire au niveau des oasis, c'est une vaste question, et ça me concerne aussi, c'est pas une critique, c'est pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à s'ouvrir dans un monde qui est quand même assez cloisonné, quand on a des populations, des personnes qui ont vraiment tellement d'autres problématiques au quotidien que ce qu'on peut avoir nous. Merci. Tu voulais dire quelque chose ? Oui. Donc nous c'est large, c'est pas les oasis, mais c'est vrai que notre expérience, c'est que la communauté, c'est le commun, c'est ce qui se ressemble, c'est le même. Et donc c'est une force qui ramène toujours au semblable. Et donc il faut introduire une logique qui relève plus de la société dans cette logique communautaire, dans cette logique oasis. Et pour nous, à l'Arche, ça a été de passer convention avec les pouvoirs publics pour recevoir du sonnant et du trébuchant, pour accueillir les personnes en situation de handicap et devoir rendre des comptes. Et d'une certaine manière, ça a maintenu toujours la porte ouverte sur la société. Et c'est pour ça que c'est une tension qu'on choisit d'assumer, le communautaire et la logique sociale qui relève plus de la société et qui sont parfois très antagonistes et un peu difficiles et inconfortables à porter. Mais c'est une façon de rester ouvert. Et puis il y a aussi les membres plus fragiles des communautés en ce qui nous concerne, qui quand ils vont acheter du pain dans une boulangerie, ne manquent pas d'entrer en relation et de faire... et d'appeler les gens à la vie ensemble. Les personnes en situation de handicap, pour ce qui nous concerne, sont souvent ferments relationnels dans l'environnement qui est celui d'une communauté de l'Arche. C'est incroyable d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont utiles. La puissance politique, elle passe aussi par ces personnes-là, parce qu'elles ouvrent la société en permanence, en produisant de l'inattendu. Merci. Notamment. En tout cas, la conclusion, c'est que c'est un effort qui doit un espèce de mantra à garder, je pense, en tête, cette idée d'ouverture, d'aller vers l'autre, de ne pas s'enfermer dans ce commun. Et je pense que c'est ce qu'on doit réussir à construire ensemble, justement, cet effort d'ouverture. Ouais. En tout cas, merci de le rappeler. On s'arrête là ? Ça vous va ? Allez, merci à tous. Merci aux intervenants. Merci Pierre, merci Cécile, merci